Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission Radio de l'Europe Direct de Strasbourg. Vous pouvez nous écouter sur Radio Judaïka Strasbourg, RCF Alsace et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes habituelles. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Lamberts, ancien eurodéputé belge. Il a siégé au Parlement européen pendant 15 ans, dont 10 ans en tant que coprésident du groupe des Verts, ALE. Désormais, il a rejoint une autre institution européenne en tant que conseiller à la transition verte pour une économie climatiquement neutre auprès de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Bonjour, monsieur Lamberts. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, comme je le disais, vous avez siégé ici au Parlement européen durant 3 mandats. Avec le recul, quel regard portez-vous, maintenant que vous ne siégez plus directement au Parlement européen, quel regard portez-vous sur ce Parlement européen et sur sa capacité d'action face aux défis successifs? Comment vous l'avez vu évoluer ? Alors, mon regard n'a pas vraiment changé. Je connais bien cette institution pour y avoir siégé. Et si je l'ai quitté, c'est pas par dépit, par dégoût, par fatigue. C'était parce que je pense qu'il ne faut pas s'éterniser plus longtemps que nécessaire dans un poste. Et comme vous l'avez dit, 15 ans comme député européen, dont 10 comme coprésident d'un groupe. Je trouvais que c'était un beau bail et qu'il valait mieux décider soi-même du moment où on passait à autre chose plutôt que de se le voir imposer. C'est un Parlement qui est remarquable dans le sens où c'est quand même le seul Parlement transnational du monde qui est législateur. Je veux dire qui n'est pas simplement un club d'échange de vues entre des élus de différents pays. Ici, nous légiférons pour un ensemble de 27 États membres qui sont souverains mais qui ont choisi de partager une partie de leur souveraineté. Et j'ai envie de dire que le besoin d'agir ensemble n'a jamais été aussi criant avec les bouleversements géopolitiques que l'on voit aujourd'hui, avec le retour des impérialismes. Mais plus que jamais, les Européens ont intérêt à se serrer les coudes et le Parlement européen est un instrument par excellence pour permettre à ce qu'on se serre les coudes. Et votre action personnelle à vous, est-ce qu'il y a quelque chose que vous retenez plus personnellement par rapport à cette activité au Parlement européen ? Alors, il y a évidemment beaucoup de choses. Je veux dire qu'il y a une certaine continuité entre le métier que je faisais comme président de groupe et ce que je fais maintenant au service de la présidente de la Commission. J'ai toujours cherché à créer du lien. Ce qui ne veut pas dire pour autant sombrer dans une sorte d'unanimisme de façade. Il y a différentes options politiques qui s'expriment ici au Parlement européen, et c'est la nature même de la démocratie, mais j'ai toujours tenu à ce que nous soyons capables de jeter des ponts les uns avec les autres. Et c'est précisément, je pense, ces qualités-là que la présidente de la Commission est venue chercher en me demandant de travailler dans son équipe. Donc il y a une forme de continuité. Maintenant, comme chef d'un groupe politique, vous êtes là pour exprimer la vision politique de cette famille, de la famille que vous représentez, en l'occurrence pour moi, l'écologie politique. Ce n'est pas exactement la même chose que ce que je fais maintenant. Maintenant, mon rôle premier est d'assurer de la cohésion politique au niveau européen. Mais ça ne veut pas dire pourtant que j'ai renoncé à mes convictions. S'il y a un événement dont je suis particulièrement fier, c'est d'avoir porté avec 20 autres députés, mais j'en avais pris l'initiative, cette conférence au-delà de la croissance en mai 2023. Ça a été pour moi un moment assez extraordinaire de prospective. Donc, mais il s'agissait de voir comment est-ce qu'on transforme notre modèle économique pour qu'on respecte les limites planétaires et qu'on le fasse d'une manière telle que tous les êtres humains puissent mener une existence conforme à la dignité. 135 intervenants, dont 2/3 de scientifiques. La conférence avait été portée par 20 députés de 5 familles politiques différentes, avait été ouverte par précisément la présidente de la Commission européenne qui avait osé à 1 an des élections prendre quand même un certain risque politique de s'afficher avec des gens qui réfléchissaient à une transformation profonde de notre modèle politique. En cela, elle jetait des ponts elle-même. Et donc, c'est vrai que ça reste un très grand moment. Il y en a évidemment plein d'autres, mais ce qui me manque peut-être le plus, c'est ces moments d'expression en plénière. Ça, je dois dire que lorsque vous pouvez prendre la parole à des moments importants,
Ce que je retiens en particulier, c'est la prise de parole que j'ai dû avoir suite à l'agression du Hamas en Israël le 7 octobre. Trouver les mots justes, trouver une manière de s'exprimer qui rassemble plutôt qu'il ne clive, c'est un exercice que j'ai toujours beaucoup aimé faire. Et voilà, donc ça, oui, ça me manque. Tout un temps. Vous le faites d'une autre façon. Depuis donc les dernières élections, il y a eu un petit glissement. Hein, c'est les partis plutôt de droite et les partis plutôt d'extrême droite qui n'ont pas pris le lead, mais qui sont plus nombreux que pendant les précédentes législatures. Ce glissement politique rend-il pour vous le Parlement européen moins europhile? Ça se sent. Comment expliquez-vous ces évolutions et en quoi modifient-elles les équilibres au sein de l'hémicycle désormais? Ça, c'est une vaste question. Alors, l'évolution du corps électoral européen vers des partis plus nationalistes et plus populistes est une évolution qu'on observe à des degrés divers au travers de notre continent. C'est quelque chose qui effraie le démocrate que je suis, mais pour qui s'intéresse au phénomène, il y a moyen de le comprendre. Je vais dire une fraction de plus en plus importante de nos concitoyens se considèrent comme laissés pour compte. Alors, ça peut être laissé pour compte économique, ça peut être laissé pour compte territoriaux, lorsqu'on vit dans un désert médical, lorsqu'il n'y a plus de services publics. Ça peut être aussi laissé pour compte culturellement. Lorsqu'on ne se sent pas naturellement en phase, ou en tout cas qu'on exprime des angoisses par rapport à certaines évolutions de la société, à l'accueil des migrants et des demandeurs d'asile, etc., je comprends que tout cela alimente une sorte de vote-refuge pour des partis qui prêchent le yaka faucon. Et donc je comprends ça. Et donc je serai le dernier à blâmer ceux de nos concitoyens et celles de nos concitoyennes qui portent leur suffrage sur ces partis-là. Mais je pense que nous avons une obligation, nous qui ne sommes ni nationalistes ni populistes, de convaincre, et pas seulement par la parole, de convaincre par nos actes. Je pense que c'est un fait que une partie importante de notre population, si elle se sent laissée pour compte, en fait, elle a des raisons de se sentir laissée pour compte. Je veux dire, il y a des faits objectifs qui laissent à penser qu'en effet, les politiques menées ne sont pas des politiques qui se font au profit de tous et de toutes, et en particulier des plus vulnérables dans nos sociétés. Donc là, je crois qu'il y a un travail d'aggiornamento des politiques qui sont menées pour regagner les cœurs et les esprits de ceux de nos concitoyens qui se laissent tenter par un vote plus radical, je dirais. Maintenant, au Parlement, le fait nouveau, c'est qu'il n'y a pas de majorité possible sans le PPE, donc qui est le plus grand groupe politique au Parlement européen. Donc on est à plus d'un quart de l'hémicycle. Lors de toutes les législatures précédentes, il y avait, en théorie du moins, une possible majorité qui allait de la gauche radicale jusqu'aux libéraux, en passant par les Verts et les socialistes, ce qui, quelque part, forçait le PPE à faire des alliances avec les partis, je veux dire, du centre et du centre-gauche. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, de facto, ce PPE, donc les partis conservateurs, chrétiens-démocrates de l'Union européenne, ont le choix de soit rechercher une majorité avec, je veux dire, les pro-européens, soit de chercher une majorité avec les nationalistes populistes de droite. Et ça change quand même beaucoup, parce que le PPE a toujours été un parti plus ou moins europhile. On peut dire que Schuman venait de cette famille politique. Bien sûr, ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, on observe en effet certaines évolutions au sein du PPE qui sont inquiétantes, mais je persiste à croire que la volonté des leaders du PPE est de continuer à faire des majorités avec les partis démocrates pro-européens. Je pense qu'ils ne sont pas stupides. Ils savent aussi très bien que lorsque la droite gouvernementale se met à singer la droite nationale populiste, souvent c'est à ses dépens. Les gens préfèrent toujours l'original à la copie. C'est une leçon aussi vieille que le monde en politique. Et pourtant, la tentation de courir après les extrêmes, elle existe tant à gauche qu'à droite. Et je pense qu'il faut s'en garder. Il faut toujours garder, me semble-t-il, au cœur de notre action politique, en tout cas si on est démocrate, le sens du compromis, le sens de la nuance et le sens surtout de l'intelligence collective. Je pense qu'aucune famille politique, aussi petite ou aussi grande soit-elle, n'a toutes les réponses aux défis de notre temps. Et donc, plus que jamais, je pense que nos institutions démocratiques, à commencer par le Parlement européen, doivent être des lieux où s'élabore une intelligence collective. Et c'est ce que vous essayez de faire dans votre nouvelle mission. Exactement. Puisque vous avez donc une nouvelle mission auprès de la Commission européenne et vous êtes conseiller auprès d'Ursula von der Leyen. Concrètement,
En quoi consiste cette mission? Qu'est-ce qu'on vous demande? Mais en fait, tout réside dans l'annonce. Donc, j'ai été assez heureux de voir le texte de l'annonce qui tient en 3 paragraphes. Mais donc, essentiellement, le terrain sur lequel je dois travailler est le croisement entre l'économie et l'écologie. Donc, c'est vraiment le terrain de rencontre entre les questions environnementales, les limites de la planète, et notre système économique. Donc, ça, c'est le terrain de jeu. Le rôle, il est énoncé, sans être décrit précisément, c'est de jeter des ponts, c'est-à-dire d'être un rassembleur, un facteur de rassemblement entre à la fois des familles politiques diverses, mais aussi entre les différentes institutions, entre les institutions et les États membres, entre le politique et la société. Donc c'est multidimensionnel, mais le rôle, c'est fondamentalement de jeter des ponts dans un contexte où on aurait plutôt tendance à ériger des murs, où le débat politique, trop souvent, consiste à dire « je suis le camp du bien, tout qui ne pense pas comme moi est le camp du mal, et entre nous, pas d'accord possible ». Eh bien, je pense que cette attitude est une attitude toxique pour nos sociétés et pour la démocratie, parce que demain, nous devrons toujours vivre ensemble sur un territoire qui, je le rappelle, ne représente que 2,2% des terres émergées de la planète. Autrement dit, nous habitons un confetti, nous habitons ce confetti à 450 millions. Demain, nous devrons continuer à vivre ensemble. Et je ne pense pas qu'on puisse vivre ensemble de manière sûre, de manière agréable, de manière durable, dans une société coupée en 2 camps irréductiblement opposés. Je pense que si on croit vraiment dans ce concept de société, eh bien, nous devons être capables de repousser le démon de la polarisation. Vous travaillez sur les questions donc, du réchauffement climatique, c'est ça le cœur, de faire les ponts. L'économie et l'environnement, c'est le croisement des deux. Alors revenons sur le sujet phare de la précédente législature, c'était donc ce fameux Green Deal. Il semble aujourd'hui quand même confronté à de nombreux vents contraires. Déjà, ne craignez-vous pas que la lutte contre le réchauffement climatique passe au second plan, comme c'est déjà le cas aux États-Unis? Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous le craignez? Évidemment, il faut être sourd et aveugle pour ne pas voir les menaces qui planent sur l'action climatique. Déjà, fondamentalement, ce qui est remis en cause par l'Amérique de Trump, c'est l'idée d'un ordre international établi sur des règles. Autrement dit, le multilatéralisme, parce que c'est ça qu'a donné la conférence de Paris. Tout le processus des Nations Unies sur la lutte contre le changement climatique est un processus qui postule l'idée que nous nous donnons des règles et des objectifs communs fixés par la négociation. Ça, évidemment, l'Amérique de Trump jette par la fenêtre allègrement. Et donc, oui, ça, c'est une menace indiscutable. Et à cela s'ajoute le fait que plus on rentre dans le dur de la transition, et la transition, c'est quoi? C'est adapter nos sociétés au respect des limites planétaires, à commencer par le climat. Mais cette planète n'est pas capable de donner de manière infinie, elle n'est pas capable de prendre, en particulier des déchets ou des destructions, de manière infinie. Sa capacité est limitée, et si nous ne la respectons pas, l'humanité ne pourra plus y vivre. C'est clair qu'aujourd'hui, à mesure qu'on rentre dans le dur, des efforts sont nécessaires. Et se pose alors la question, et ça revient un petit peu à ce qu'on se disait tout à l'heure, de la justice dans l'allocation des efforts. Le sentiment de beaucoup de nos concitoyens, c'est que lorsque nous avons fait face à la crise financière mondiale, lorsqu'on a dû faire face à la crise de l'euro, quand on a dû faire face à la pandémie, mais ce sont les épaules les plus étroites qui ont dû soutenir la plus large partie de l'effort, quand les épaules les plus larges s'en tiraient totalement indemnes, voire profitaient en fait de la crise. Et donc cette perception, qui n'est quand même pas tout à fait infondée, nous devons être capables de la faire mentir quand il s'agit de l'action climatique. Or, le sentiment de beaucoup de personnes, et on se rappelle tous de l'époque des Gilets jaunes en France, c'est que ça va de nouveau être, en matière de transition écologique, ça va de nouveau être les mêmes qui vont devoir faire le plus gros des efforts alors qu'ils ont déjà la tête presque sous l'eau. Et donc, si nous ne sommes pas capables de donner des assurances concrètes, matérielles, tangibles, à nos concitoyens, que les efforts seront fournis à la mesure des capacités de chacune et de chacun, aucune chance que le pacte vert européen continue. Et donc, ce n'est pas une option. Nous sommes obligés, si nous voulons maintenir en tout cas l'Europe sur le chemin de la transition, nous sommes obligés à réaliser une répartition juste des efforts. Parce que des efforts, il y en aura. On sent que l'écologie a plus le vent en poupe. On sent que le Green Deal, le pacte vert est quand même
retravaillé, réfléchi, notamment avec cette fameuse directive Omnibus qui a donc été adoptée en février, qui vise, pour nos auditeurs, vous compléterez si vous avez des choses, à simplifier les règles européennes pour améliorer la compétitivité des entreprises. Mais avec ça, on n'est pas en train de faire un détricotage de ce pacte vert pour le rendre viable et le faire finalement que les entreprises puissent s'adapter le mieux possible, mais au détriment de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, au risque de passer pour un doux rêveur, j'ai une vision peut-être moins négative de la situation. Première chose, c'est que le pacte vert européen, on a trouvé des majorités pour cela pendant la législature précédente et c'est un pacte d'une audace extraordinaire. Alors, l'écolo que je suis sait qu'il y a encore plein d'angles morts dans le pacte vert européen. Mais quand même, moi qui ai vécu la présidence Barroso II et la présidence Juncker, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. C'est pas pour rien non plus que j'ai accepté la proposition de la présidente de la Commission de travailler pour elle parce qu'elle a fait preuve d'un courage politique et d'une vision politique extraordinaire et peu commune dans la classe politique européenne. Ce que je constate, c'est que chez nos concitoyens, la préoccupation climatique, elle n'est plus la première. Mais ça ne veut pas dire, pour autant, qu'elle est tombée au fond du panier. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, si ce n'est pas la première, c'est la deuxième, la troisième, voire la quatrième. Mais ça n'est pas très loin derrière la première. Donc je pense que la base indispensable à toute action, c'est-à-dire la conscience collective que ça ne peut pas continuer comme ça, que nous sommes en train de jouer avec les conditions de vie des humains sur la planète, cette conscience-là est toujours là. Et oui, donc cette base-là est toujours là. Si vous discutez avec, on va dire, le commun des mortels, avec vos amis, comme moi, ils vont vous dire très souvent que l'Europe ne peut pas agir tout seul. Et aujourd'hui, est-ce que le fait que l'Europe, qui est son Green Deal, qu'à l'extérieur, on sent que ce soit plus la priorité, hormis peut-être la Chine, mais pour des raisons plus stratégiques, on a quand même l'impression que finalement, nous, on va dans le mur et les autres pas. C'est ce que j'entends. Oui, dans le mur, dans le sens où il y en a certains qui doutent encore des voitures électriques, du passage. Il y a encore beaucoup de doutes sur ce passage pour arriver à la neutralité carbone. Alors ça, je trouve évidemment très intéressant comme discussion. Parlons-en. Est-ce que ceux qui tiennent ce langage-là pensent vraiment que nous allons sauver l'industrie automobile européenne en lui permettant de se cramponner au business model du XXe siècle? Bonne chance. Bonne chance. Si aujourd'hui notre industrie automobile n'est pas leader mondial de l'électrique, c'est d'abord à elle qu'elle doit s'en prendre. Je veux dire, avec la protection du politique, on lui a foutu la paix. Elle a pu se cramponner au moteur thermique. Et c'est une règle de l'économie de marché, et tous ceux qui se prévalent de l'économie de marché feraient bien de s'en souvenir, que lorsque vous rentrez dans une attitude de rentier, c'est-à-dire vous profitez de vos positions, vous n'innovez plus, eh bien, figurez-vous que des concurrents émergent. Et c'est évident que les champions de la voiture électrique que sont aujourd'hui Tesla, un Américain, BYD, un Chinois, ils ont profité du fait que l'industrie automobile européenne leur a laissé le champ libre. Et l'industrie automobile européenne avait parfaitement le choix, au lieu de distribuer l'intégralité de ses profits au management et aux actionnaires, avait parfaitement le loisir d'investir ne serait-ce que la moitié de ses bénéfices dans l'innovation, de manière à être dans les leaders. Est-ce qu'on pense vraiment sérieusement que la révolution de la voiture électrique, qui n'a pas que des qualités, c'est évident, je veux dire, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Si vous voulez de la mobilité, si vous voulez manger, si vous voulez dormir, si vous voulez être abrité, oui, ça a un impact environnemental. Donc, il n'y a aucune... Vous ne pouvez pas envisager l'existence de 8, 9, 10, 11 milliards d'êtres humains sur cette planète sans impact environnemental. Ce n'est pas possible. La question, c'est comment est-ce qu'on optimise notre impact environnemental. Et je pense que c'est un dangereux mensonge de faire croire à nos concitoyens que se cramponner au modèle du passé va garantir la compétitivité européenne à venir. Et donc la Chine, vous l'avez dit, elle le fait peut-être pour des raisons stratégiques, mais enfin, la Chine a conquis des positions dominantes sur toute une série de technologies. Et avec beaucoup de subventions. Bien sûr, avec beaucoup de subventions, mais qu'on ne vienne pas dire en Europe qu'on ne pratique pas les subventions. Enfin, je veux dire, c'est aussi des questions de choix stratégiques. Et le problème, je pense, et c'est une différence majeure entre les dirigeants chinois et les dirigeants européens, c'est l'échelle de temps qu'ils regardent. Nous, on regarde dans le meilleur des cas l'échelle de temps, à quelques exceptions près, dont Ursula von der Leyen fait partie, mais on regarde bien souvent l'échelle de temps d'une législature. Eux, ils regardent une génération, à minima. Et donc, on doit réapprendre la logique, j'ai envie de dire, de l'investisseur, c'est-à-dire de celui qui consacre des moyens humains, matériels, financiers à des fins
qui sont à moyen ou à long terme. Et ça, c'est une attitude que nous, Européens, devons à nouveau nous approprier et qui manque trop peu. C'est la capacité de se dire, OK, on fait des efforts, mais pour obtenir quelque chose de durable. Pourtant, il y en a encore qui remettent en cause, et notamment dans l'industrie automobile, cette fameuse date de 2035 pour la fin des voitures thermiques. Pensez-vous, vous, que c'est un débat clos, ce sera 2035, ou qu'il y a encore débat sur cette... Honnêtement dit, je pense qu'il y a comme... Dans tous les cas, il y a des gens qui sont rétifs au changement. Vous savez, j'avais une conversation cette semaine-ci, en fait hier, avec un responsable d'un groupe politique auquel on n'associe pas spontanément ma famille politique, donc un groupe politique de droite, qui me disait « Mais non, on ne va pas remettre en cause 2035, il faut un peu de flexibilité, mais on ne va évidemment pas le remettre en cause. » Et je dirais, quand bien même on le remettrait en cause, la pièce est jouée, les gars, c'est trop tard. La mutation vers l'électromobilité, elle est engagée. On peut décider comme Européens de regarder passer les trains, on peut aussi décider de vouloir les conduire. Eh bien, moi, je préfère qu'on les conduise plutôt que les voir passer. Il y a un autre sujet qui est lié à la géopolitique actuelle, c'est les questions de défense. L'Union européenne vient d'adopter un plan de 800 milliards d'euros pour la défense européenne. Alors, je resterai sur l'écologie. Moi, la question que je me pose, et certainement que certains auditeurs doivent se la poser, c'est comment tout d'un coup on arrive à mettre 800 milliards sur la table pour la défense, alors que l'écologie, la lutte contre le réchauffement climatique, avec peut-être ce type de financement, pourrait avancer beaucoup plus vite. Alors, Mario Draghi a raison de dire qu'on ne peut pas tout faire. Ceci étant, l'Europe n'est pas non plus dépourvue de moyens. Je veux dire, si vous regardez les finances publiques des États-Unis versus les finances publiques européennes, je ne dis pas qu'on doit s'endetter au degré des États-Unis. Mais entre cet extrême-là et l'état d'endettement des États de l'Union européenne pris dans leur ensemble, ce qui ne nous exempte pas non plus de regarder certains cas particuliers, mais globalement, comme Européens, nous ne sommes pas surendettés. Comme Européens, nous sommes un continent riche, nous avons des moyens. La question, c'est à quoi allouons-nous nos moyens? Et donc, c'est forcément, en ce qui concerne l'action publique, enfin, si vous voulez financer des dépenses publiques, c'est la fiscalité, qui est une façon immédiate de financer. On n'a pas de ressources propres, c'est bien, vous avez essayé de travailler là-dessus, on n'a pas de ressources propres au niveau de l'Union européenne. Oui, mais je veux dire, les États membres ont des ressources. Je veux dire, on a la capacité fiscale en Europe et on a l'emprunt qui est une forme d'impôt différé. Mais ce que nous devons réapprendre à faire, c'est de nouveau de voir le temps long. Pourquoi est-ce que subitement, on dit qu'il y a urgence sur la défense? Mais parce que lorsque vous avez un horizon de temps court, vous voyez que le danger de Poutine, il semble plus présent et plus concret que le danger du bouleversement climatique. Même si on commence à le sentir sérieusement. Et donc, vous avez toujours cette espèce de prisme court-termiste de la décision politique. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire quelque chose pour notre défense? Mais non. Bien sûr qu'il faut que nous soyons capables de dissuader Poutine de continuer à avoir ses menées impérialistes. Mais d'abord, il faut s'interroger évidemment sur la qualité de la dépense publique. Nous dépensons 3 fois plus à la défense que la Russie, mais pour un résultat qui, tout le monde le dit, est quand même nettement en deçà. Oui, mais parce que nous avons 27 budgets nationaux de la défense. Et donc, c'est peut-être un des regrets qu'on peut avoir, mais bon, la messe n'est pas dite à ce sujet-là, c'est peut-être qu'une partie des 800 milliards qu'on a annoncés devrait être consacrée à des moyens européens. Et en effet, dans un certain nombre de domaines, je pense au renseignement, je pense à la protection antiaérienne, etc. L'échelle, ça compte. Et donc, il vaut mieux travailler à l'échelle européenne plutôt qu'à 27 échelles nationales. En gros, pour simplifier, ce qu'on a fait pour Galiléo, on pourrait le faire pour... Évidemment. Voilà. Évidemment. Et Galiléo est une belle histoire quand même. C'est une belle histoire. Et donc, là, il y a eu une volonté stratégique. Parce qu'à ce moment-là, moi, je me rappelle, certains disaient, oui, mais le GPS existe. Pourquoi est-ce qu'on va aller faire un doublon du GPS ? Ah oui, mais déjà, ce qui était à l'œuvre à l'époque, c'était une réflexion d'autonomie stratégique et de conservation du savoir-faire. Je pense que cette leçon-là, on doit l'appliquer à la défense aussi. Agir ensemble, de manière à ce que, aussi, si nous dépensons plus à la défense, que ce soit efficace. Parce que, et ça, des épisodes comme le quoi qu'il en coûte en France nous l'ont montré, lorsque on dépense à tort et à travers, quelque part, on obtient des résultats qui sont en deçà de ce qu'on pourrait espérer. Je veux dire, il faut que chaque euro d'argent public dépensé soit le plus efficace possible. Et ça veut dire qu'il faut dépenser là où c'est nécessaire. Et pour la transition, c'est la même chose. Il faut cibler le soutien là où il est indispensable.
lorsque on a très longtemps, par exemple, subsidié le placement de panneaux photovoltaïques à domicile, on l'a probablement trop fait. Et on l'a peut-être fait avec des systèmes trop favorables qui surincitaient, si vous voulez. Il faut inciter là où c'est nécessaire, mais une fois que la pompe est amorcée, il ne faut plus inciter. Par contre, aujourd'hui, par exemple, dans la transition énergétique, nous avons un besoin urgent d'augmenter la demande d'électricité. Autrement dit, on a beaucoup augmenté la capacité productive, renouvelable notamment, mais on est encore à certains moments avec un prix d'électricité négatif parce qu'on a trop d'offres. Donc, il faut électrifier toute une série d'applications, en particulier industrielles, qui demandent une chaleur à température relativement basse, 100, 200, 300 degrés, quelque chose qu'on peut parfaitement produire avec de l'électricité plutôt que du fossile, mais tous les boulangers, tous les artisans qui utilisent des fours, ils n'ont pas nécessairement le capital nécessaire à les remplacer, alors qu'ils sont peut-être encore, ils ont encore une durée de vie. Donc là, il faut une aide des pouvoirs publics auprès de ceux qui en ont besoin. Donc, ce coup de pouce, il faut être capable de le donner. Je pense qu'on a la capacité de faire l'un et l'autre. Mais peut-être que nous allons devoir aussi faire des choix en termes de rationalisation aussi de notre appareil d'État dans une série d'États membres. Je veux dire, moi, je viens d'un pays qui est la Belgique, qui est un confetti, donc un tout petit pays de l'Union, qu'on a encore trouvé intelligent de découper en petites régions. Moi, j'aimerais parler encore un petit peu de vous pour finir, parce que j'ai découvert en lisant des articles autour de vous, quelques interviews, que vous ne cachiez pas votre foi chrétienne, oui. Que c'est pas quelque chose, voilà, que c'est. Moi, j'aimerais comprendre comment vous avez concilié vos convictions religieuses avec vos engagements politiques. J'espère que ça se voit. Enfin, je veux dire, on pourrait dire que même certains y verraient une contradiction. Ah ouais? Je dis ça, mais... Moi, j'y vois pas. Moi, je vois pas de contradiction. Vous êtes dans un groupe, par exemple, qui est assez progressiste sur certaines valeurs, etc. Est-ce que... Ah, ça, si vous parlez des questions de choix sociétal... je veux dire, on peut débattre, mais vous savez, moi, j'ai jamais eu à voter, mais si j'avais dû voter la loi de dépénalisation de l'avortement en Belgique, je l'aurais voté. C'est nouveau une question de dignité humaine. Mais le message de l'Évangile, pour moi, qui est un message qui affirme d'abord l'égale dignité de tous les êtres humains, qui est un message de confiance, un message d'espérance, c'est ce que j'ai essayé de porter pendant mes 15 ans et que je vais continuer à essayer de porter dans mon nouveau job. Je ressens absolument pas de contradiction entre les deux, absolument pas. Maintenant, comme vous le disiez, je ne fais pas mystère de mes convictions, mais j'en fais pas non plus un étendard de ralliement ni un argument de vente. De toute façon, je suis plus candidat à rien. Mais ce que je veux dire, c'est que je me méfie aussi comme chrétien du détournement identitaire de la religion à des fins qui sont des fins purement politiques. Je suis désolé. Dans ce sens-là, je suis un partisan radical de la séparation de l'Église et de l'État. Je veux dire, comme le dit d'ailleurs très bien l'Évangile, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Autrement dit, entre le pouvoir et les convictions, c'est pas la même chose. D'accord ? Il ne faut pas confondre. Ceci dit, comme être humain, je ne laisse pas mes convictions à la porte du Parlement européen ou à la porte de la Commission. Je reste un être humain entier et je ne laisse pas une partie de moi en dehors. Je viens avec mes convictions, mais c'est ce que font tous mes collègues. Je veux dire, lorsque vous êtes un partisan du tout au marché, que vous croyez à la main invisible, c'est un acte de foi. Hein. C'est pas... Il n'y a aucune science qui établit l'existence de la main invisible. Hein. Et je respecte les convictions des autres, mais il ne faut pas prétendre... de nouveau, il ne faut pas présenter des convictions comme si c'était de la science. Ce n'est pas la même chose. Ce sont des convictions. Et en effet, comment est-ce que je dirais, moi, mes convictions m'inspirent dans mon travail, mais lorsque je décide comme décideur politique, je décide évidemment guidé par des convictions, mais enraciné dans le réel, dans les faits, dans la science, dans l'étude de nos sociétés. Parce que je pense que je n'accomplirais d'ailleurs pas ma mission si je n'étais pas enraciné dans le réel. Je compare souvent mes convictions à une boussole. La boussole, ce n'est pas un GPS, il ne faut pas confondre. La boussole vous donne une direction, le GPS vous permet de trouver le chemin. Mais donc ce terme de boussole, pour moi, illustre vraiment une finalité, alors que dans le quotidien, il faut trouver des chemins que l'on veut évidemment construire de manière conforme à ces idéaux, et c'est pour ça que je vous répète, je pense que
le besoin du respect de l'argument de l'autre, du fait que personne n'a raison à lui tout seul, pour moi, est aussi conforme au message de l'Évangile. Il n'y a pas... je tiens, moi, comme être humain, à la vérité, et quiconque ne pense pas comme moi est à côté de la plaque. Non, ça, je pense que c'est une attitude toxique. Donc, merci beaucoup, Philippe Lamberts, pour cet entretien passionnant. On a pu parler un peu de tout et quand même beaucoup d'écologie aussi. Et quant à nous, nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle émission européenne. À bientôt. À bientôt.